La thématique du jour va nous faire découvrir les structures de données dynamiques et avec les structures de données dynamiques, on va découvrir également une nouvelle manière de penser aux données de manière plus abstraite et cela va nous permettre de faire les opérations beaucoup plus facilement que en réfléchissant uniquement à des données qui sont comme par exemple le tableau mises dans un certain ordre et sur lesquelles on fait des opérations comme des itérations par exemple. Alors, cette découverte va passer par trois étapes. La première étape, ça va être de parler un tout petit peu de la théorie des ensembles pour pouvoir introduire les collections. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux vecteurs qui sont un type de collection et finalement, on va découvrir ce que sont les listes, listes qui sont vraiment au cœur de la programmation et qui représentent les structures de données les plus connues parce qu'elles ont un certain nombre d'avantages qu'on va découvrir aujourd'hui. Commençons par parler un tout petit peu de la théorie des ensembles et des collections. Alors, les ensembles, c'est quelque chose qui est défini dans une branche des mathématiques qui s'appelle la théorie des ensembles qui est à l'origine en fait de, par exemple, les ensembles de nombres que vous connaissez dans les mathématiques, comme par exemple n, r ou q. Et puis, on peut dire, si on prend une vision un peu libérale des ensembles, c'est qu'un ensemble, c'est un groupement d'éléments. Alors ce groupement d'éléments, il peut être homogène ou hétérogène. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, imaginez, vous prenez votre porte-monnaie, vous ouvrez la poche dans laquelle il y a la monnaie, eh bien, à l'intérieur de cette poche, eh bien, vous allez trouver des pièces de monnaie. Donc, ce sera un ensemble qui est homogène. Dans cet ensemble considéré-là, eh bien, on n'aura que des pièces de monnaie. Si maintenant on considère un ensemble hétérogène, eh bien, vous ouvrez un tiroir et à l'intérieur de ce tiroir, on va avoir des objets de nature différente. On va avoir par exemple une calculatrice, on va trouver des trombones, on va trouver par exemple du papier et ça, ce sont des objets de type différents. Donc, les types dans les ensembles sont ou homogènes ou hétérogènes. Les ensembles peuvent être ordrés ou bien pas. Ça signifie qu'il y a une relation d'ordre entre les différents éléments de l'ensemble. Si on reprend l'exemple du porte-monnaie, eh bien, les objets sont mis pêle-mêle dans le porte-monnaie, les pièces sont pêle-mêle dans le porte-monnaie, et il n'y a pas vraiment de relation entre les différents objets qui nous dit voilà la première pièce, la deuxième pièce, etc. Maintenant, si on prend une bibliothèque, donc le meuble bibliothèque dans lequel on range des livres, eh bien là il y a une relation d'ordre parce qu'il va avoir le premier livre de la rangée, le deuxième livre, le troisième livre, etc. Donc il y a une relation d'ordre qui définit un ordre entre les différents éléments. Et puis les ensembles finalement ont une troisième caractéristique qui est de permettre ou non les occurrences multiples. Ça signifie qu'on peut retrouver plusieurs fois le même objet dans la collection ou bien pas. Donc si on a l'exemple du porte-monnaie, eh bien à l'intérieur du porte-monnaie, on peut avoir plusieurs pièces de 10 centimes ou plusieurs pièces de 1 franc. Ça ne pose pas de problème particulier, mais il y a des ensembles dans lesquels en fait on va retrouver chaque objet au maximum une seule fois. Alors, tout ça pour vous parler en introduction des ensembles et de la théorie des ensembles. Donc si vous vous souvenez peut-être, vous avez vu cette théorie des ensembles lorsque vous étiez enfant, en primaire, par exemple à travers ces diagrammes qu'on appelle des diagrammes de Venn. Ces diagrammes de Venn eh bien, partent du principe qu'on a un ensemble particulier qui s'appelle l'ensemble vide dans lequel il n'y a aucun élément. Et puis on peut définir sur les ensembles bien, des opérations. Par exemple ici, l'opération de réunion qui est notée U, eh bien, nous donne en représentation graphique la chose suivante. Si on a un ensemble E1 et un ensemble E2 et qu'on fait l'intersection ici de deux ensembles, là je suis en train de parler bien sûr de l'intersection des ensembles, bien l'intersection des deux ensembles va être la partie rouge qui est là au milieu et qui correspond à l'ensemble des éléments qui se trouvent à la fois dans E1 et dans E2. La réunion des ensembles, donc cette fois-ci je vais faire ma flèche correctement, ici, la réunion des ensembles
E1 et E2 nous donnent un nouvel ensemble, qui est l'ensemble qui est ici en rouge, E3, et qui est l'ensemble des éléments qui se trouvent à la fois dans E1 et dans E2. Donc tous les éléments qui sont dans E1 ou dans E2. On voit bien là, ici, le OU. Et puis finalement, on a une dernière opération que vous avez vue il y a longtemps, mais qu'on comprend assez intuitivement maintenant. La différence de deux ensembles, donc ici représenté en rouge, E1 moins E2, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont dans E1, mais pas dans E2. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'en fait, si vous imaginez la programmation, on va travailler avec des données qui seront des ensembles, et puis il serait vraiment très intéressant de pouvoir facilement faire ces opérations de théorie des ensembles. Imaginez que vous voulez avoir, vous avez des listes de personnes avec certaines caractéristiques, et vous voudriez bien avoir une liste qui vous dit, ben voilà, l'ensemble des personnes qui sont dans un ensemble et dans l'autre. Imaginez, vous avez une liste de personnes qui sont dans un club de ski, et puis une deuxième liste des personnes qui ont participé à une compétition de ski, et vous voudriez bien savoir quelles sont les personnes qui sont dans votre club de ski et qui ont participé à une compétition. Eh bien, vous faites l'intersection des deux listes que vous avez. Donc ça, c'est l'idée de base, et on va voir comment l'appliquer aux ensembles en Java. Alors, avant de pouvoir faire ça, eh bien, on va prendre un ensemble particulier qu'on a déjà vu, qui est celui du tableau. Le tableau est un ensemble qui est dit homogène. Pourquoi est-ce qu'il est homogène? Eh bien, parce que quand on écrit quelque chose comme ceci, on va le faire comme ça, eh bien, à l'intérieur du tableau foo qui est déclaré là, on n'aura que des entiers. Donc le type est homogène. Tous les éléments du tableau sont de même type. Dans un tableau, on a une relation d'ordre. Cette relation d'ordre, elle est donnée ici par les indices du tableau. Il y a le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément, etc. Et on a vraiment une relation qui nous permet de dire quel élément se trouve où. Les tableaux permettent les occurrences multiples. Imaginez que ici je décide de déclarer le tableau comme ceci. Eh bien, c'est tout à fait possible. On va retrouver le 1 plusieurs fois et le 2 plusieurs fois également. Ça ne pose aucun problème particulier. Les ensembles sont quelque chose de vraiment important pour la programmation, et il n'est pas surprenant de voir qu'en Java, on va avoir des classes pour pouvoir gérer les ensembles. Dans la terminologie Java, on va parler de collections pour nommer les ensembles, et l'ensemble des classes qui constituent les collections vont être le sujet du cours du jour. Alors, qu'est-ce qu'une collection au sens Java? Eh bien, vous avez ici une définition que je vous propose maintenant de lire. Il y a plusieurs éléments importants dans cette définition. Le premier élément, c'est que lorsqu'on parle de structure dynamique, ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter ou enlever des éléments dans la collection. Les éléments de la collection sont modifiables, ça veut dire qu'on va pouvoir changer un élément à l'intérieur de cette collection, et puis on va pouvoir parcourir la collection à l'aide d'outils qui sont fournis par la collection. Alors ça peut paraître un peu bizarre de parler de parcours de collection, mais en fait, lorsqu'on fait dans une structure comme le tableau, on passe sur tous les éléments, on parcourt tous les éléments. On a vu comment faire ça à l'aide de boucles, par exemple. Mais si on imagine une collection comme le porte-monnaie, eh bien, il n'y a pas d'ordre naturel, mais les collections nous permettent quand même
de les parcourir, même un ensemble comme un porte-monnaie, on va pouvoir parcourir tous les éléments de manière à être certain de visiter au moins au moins une fois chacun des éléments de la collection. Et ça, bien, peu importe le type de collection qu'on va avoir. Alors, il y en a plusieurs de ces collections hein, en Java, et il y a plusieurs types qui correspondent à ces collections. On va voir notamment les vecteurs et les listes, mais il y en a d'autres comme la stack, les hashmaps, les arbres, etc., qui eux font partie plutôt d'une branche qui s'appelle l'algorithmique et que vous aurez peut-être l'occasion d'analyser un jour. Lorsqu'on a des collections, il faut être attentif parce qu'on retrouve l'idée de collection dynamique qui s'oppose à la collection statique. Alors, la collection statique, c'est une collection comme le tableau qu'on a vu jusqu'à maintenant, et statique signifie ici que la taille est fixe. Un ensemble dynamique, à contrario, eh bien, a une taille variable. Il faut être juste attentif ici, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est que le statique qui est là n'a rien à voir avec le mot-clé statique du Java, mot-clé qui n'est pas sans poser problème comme vous le savez. Mais ici, lorsqu'on dit qu'on a une collection statique, eh bien, ça veut simplement dire que la taille de la collection n'est pas variable dans le temps. Alors, parmi les collections qu'on va voir aujourd'hui, on va tout d'abord rencontrer le vecteur, qui est la terminologie en Java pour parler d'un tableau dynamique. Alors, la première caractéristique de ce tableau dynamique, c'est qu'il ressemble beaucoup au tableau statique qu'on a vu, à la différence près qu'on peut ajouter et enlever des éléments à l'intérieur du tableau. Ce qui est pratique parce qu'une fois qu'on a déclaré notre tableau, si d'un seul coup on se rend compte qu'on a besoin d'éléments supplémentaires, eh bien on peut les rajouter à l'intérieur du tableau. On peut, comme pour le tableau également, accéder à n'importe quel élément en un seul coup en utilisant l'indice de l'élément qui nous intéresse. On va dans un deuxième temps parler d'une structure de données qui s'appelle la liste chaînée, linked list, qui elle ne permet qu'un accès séquentiel aux éléments. Ça veut dire que si on veut accéder au 5e élément de la liste, eh bien on doit d'abord passer par le premier, qui va nous amener au 2e, au 3e, au 4e et finalement au 5e. Alors on peut se dire, ben, pourquoi utiliser une structure de données qui nous met une telle restriction, parce que c'est quand même pratique de pouvoir accéder à n'importe quel élément rapidement. Eh bien ça s'explique par le fait que dans une liste chaînée, on peut ajouter et enlever des éléments n'importe où dans la liste extrêmement rapidement. Je vous propose un petit exercice, même si on n'a pas vu le détail des vecteurs pour l'instant, mais imaginons qu'on ait un vecteur, donc un tableau dynamique comme celui-ci, dans lequel on a des éléments de type entier. Voilà, ça c'est notre vecteur. Imaginons maintenant que je souhaite rajouter un nouvel élément là au milieu. Je souhaite rajouter l'élément 7. Un vecteur, ça fonctionne vraiment comme un tableau. Et je vous propose juste de réfléchir un tout petit peu à quelles opérations vous allez devoir faire pour pouvoir ajouter cet élément là au milieu, si on a quelque chose qui ressemble à un tableau. Alors, j'imagine que vous avez compris que ce qu'on va devoir faire, c'est eh bien, ne pas toucher les éléments du début, ajouter notre élément 7, puis décaler chacun des éléments suivants à l'intérieur de notre vecteur. Donc d'ajouter quelque chose vers le début d'un vecteur, si ce vecteur est grand, nous demande de décaler tous les éléments du tableau, ce qui peut potentiellement prendre du temps. Et ce type d'opération-là eh bien, se fait extrêmement rapidement dans la liste chaînée qu'on va voir notamment dans les labos. Alors les collections, elles nous permettent de faire sur les données des réflexions comme on les fait sur les ensembles. Alors ça nous donne plusieurs avantages de penser à un niveau d'abstraction plus élevé. Et puis les collections, peu importe laquelle on considère, elles ont toutes des méthodes communes qui sont écrites ici. Et je vous propose de réfléchir un petit peu à
selon vous, que font ces méthodes-là? Alors, la première de ces méthodes ici va ajouter un élément à la collection. Sans surprise, la deuxième méthode va enlever l'élément qui est donné ici en argument de la fonction de la collection, pour autant que l'objet se trouve dans la collection. Alors regardez ici, on a le type qui est donné, qui est object, et on reviendra là-dessus un peu plus tard pour comprendre ce que ça signifie, mais c'est le type des objets de la collection. Size, quant à lui, va nous retourner bien le nombre d'éléments qui sont présents à ce moment dans la collection. IsEmpty va nous retourner un booléen pour nous dire est-ce que la collection est vide ou pas. Clear va effacer tous les éléments de la collection. Et contains va nous retourner un booléen qui nous indique si l'objet passé en argument de la méthode appartient à la collection ou bien pas. Vous voyez, là on est déjà dans un niveau d'abstraction plus élevé et l'opération qu'on fait sur la collection, c'est nous dire, ben voilà, est-ce que cette collection-là, elle contient cet objet-là? On n'a pas besoin d'itérer à la main sur tous les objets pour voir est-ce que c'est égal ou bien pas. On a simplement cette opération de haut niveau qui nous dit est-ce que cela contient.